Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Je suis donc Dominique Vidot, directeur de la Maison d'Isieux depuis 2 ans. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Je me sens des vôtres parce que je suis moi-même enseignant. J'étais longtemps enseignant. Sono Dominique Vidot, sono direttore della Maison d'Isieux da 2 anni e sono molto felice di stare con voi. Sono uno di voi, sono un insegnante. Et je remercie Marcia et la Fondation Fossoli pour m'inviter à parler de la Maison d'Isieux ici. C'est un lieu que je ne connaissais pas et que je découvre avec beaucoup d'émotion. Grazie per questo invito e per poter parlare della Maison d'Isieux, in questo luogo che non conoscevo, che ho scoperto con grande emozione. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de la Maison d'Isieux, je vais la raconter très lentement et très brièvement. Molto brevemente e piuttosto velocemente e brevemente racconterò la storia della Maison d'Isieux che non so se voi conoscete. Donc l'histoire est très simple. La Maison d'Isieux a été un refuge pour 105 enfants. Un rifugio per 150 ragazzini è stata entre mai 1943 et avril 1944. Tra il maggio 43 e l'aprile del 44. C'était un élément d'un réseau de sauvetage qui était piloté par une organisation juive, l'OSE, œuvre de secours aux enfants. È una delle tessere di una più vasta rete di salvataggio gestita da un'organizzazione ebraica all'epoca. Voilà. Tu peux rappeler le nom de l'œuvre? Œuvre de secours aux enfants. L'opera di soccorso dell'infanzia dei ragazzi. Et cette organisation, comme d'autres organisations non juives, le Secours suisse, le Secours catholique, la CIMAD, qui est une organisation protestante, s'efforçait de sortir les enfants des camps d'internement du sud de la France, par exemple, et surtout le camp de Rivesaltes, près de Perpignan. Insieme ad altri reti di soccorso non ebraici, soccorsi ad esempio SIMAD protestante oppure soccorso cattolici, cercano di fare uscire dei ragazzi minori da campi di internamento nel sud della Francia, in particolare il grande campo di Rivesaltes vicino a Perpignan. Donc l'histoire des enfants d'Isieux est une histoire principalement française. Elle se termine par un épisode tragique qui a été organisé par les nazis, mais les enfants sont arrivés à Isieux à cause des persécutions du gouvernement de Vichy et les lois antisémites du gouvernement français du maréchal Pétain. È una storia molto francese, anche se finisce con un episodio che riguarda i tedeschi, parlerà, ma perché è francese? Perché tutti i ragazzini che sono arrivati, le ragazzine e ragazzini a Isieux, sono in seguito a dispositivi amministrativi della Repubblica di Vichy. Alors à Isieux, les 105 enfants qui sont passés ont été pris en charge par le couple qui avait fondé cette maison, Sabine et Miron Zlatin. Sabine était d'origine polonaise, juive, et Miron était lui d'origine russe, enfin biélorusse. Et ils s'étaient retrouvés tous les deux au début des années 20, au milieu des années 20, à Nancy, dans l'est de la France, où ils s'étaient mariés. E tutta questa storia all'insegna di una coppia, Sabine e Miron Zlatin, lei polacca, lui bielorusso, che si sono conosciuti a metà degli anni 20 a Nancy e che sono loro che si sono presi cura di queste persone che hanno assistito. C'est un élément intéressant parce que c'est un élément qui peut-être n'existe pas en Italie. Je ne connais pas suffisamment l'histoire de l'Italie et de la communauté juive en Italie, mais la communauté juive en France était divisée en deux, vous le savez. Il y avait la communauté autochtone, on va dire, c'est-à-dire qu'on appelait d'ailleurs israélites, et puis il y avait les juifs qui étaient venus de Pologne, d'Autriche, d'Allemagne pour se réfugier durant les années 20 ou les années 30, principalement même les années 30. E la storia
dell'ebraismo francese, io non conosco molto bene quella dell'ebraismo italiano, però probabilmente è diversa, perché la grande comunità ebraica in Francia era divisa tra gli ebrei autoctoni, israeliti, e tutta quella parte di ebrei stranieri che erano arrivati negli anni 20 e soprattutto negli anni 30 in Francia, erano stati accolti dalla Francia in quegli anni. Donc les deux fondateurs de la colonie appartiennent à cette population qui a immigré en France, et la plupart des enfants, quasiment tous les enfants, sont issus de familles qui, elles aussi, avaient été venues en France dans les années 20 et 30. Quindi è interessante perché questa coppia, Zlatan e quindi fanno parte di questi immigrati in Francia, e tutti i ragazzini, quasi tutti i ragazzini erano figli di coppie che erano arrivate in Francia negli anni 20 e 30. Alors c'est un premier élément très intéressant parce que à Isieux, on parle d'une histoire européenne. In questo senso è molto interessante perché Isieux è una storia europea. Une des premières choses qui a été faite d'un point de vue didactique, ça a été la carte, en essayant de reconstituer, je vous la montrerai tout à l'heure, elle n'est pas sur mon PowerPoint, mais je vous la montrerai, elle est très intéressante. On voit l'origine de tous ces enfants, c'est l'Autriche, l'Allemagne, certains viennent de Belgique, mais ils étaient venus de Pologne, la Pologne bien sûr, Odessa, la Biélorussie, la Hongrie, la Roumanie et l'Afrique du Nord. E là? L'Afrique du Nord, sì. Algérie. Vi farò vedere poi la carta, uno dei primi lavori che noi abbiamo fatto con il Museo di Isieux, cioè una carta proprio geografica che faceva vedere le provenienze di queste famiglie dal Belgio, ma quando venivano dal Belgio arrivavano magari dalla Bielorussia, da tutti i paesi europei, Austria, Germania e anche dai paesi del Nord Africa, quando c'è stata l'espulsione e la migrazione. Et donc cet élément est pour nous très important dans l'utilisation, bien sûr, et dans la transmission de cette réalité qu'on ne retrouve sans doute pas dans d'autres pays d'Europe. Sì, ed è un elemento fondamentale nella nostra pedagogia, nelle nostre azioni pedagogiche, proprio partire da questa idea geografica complessiva europea ed extraeuropea. Un deuxième élément important, c'est que la maison d'Isieux était un lieu de vie. C'est un lieu de refuge. C'est pas un lieu caché, mais c'est un lieu où les enfants ont bien vécu. La seconda cosa importante è un rifugio, ma è un luogo non nascosto e dove queste persone, questi ragazzi e ragazze hanno vissuto. Et ça, pour nous, c'est fondamental parce que quand on accueille des enfants, on n'accueille pas que des enfants, mais on accueille quand même beaucoup d'enfants. 13 000 scolaires viennent chaque année à Isieux pour visiter avec leurs enseignants. Au total, sur 30 000 visiteurs à Isieux, il y en a 13 000 qui viennent en classe, en fait. Donc, quand ils viennent à Isieux, ils ne sont pas traumatisés. Il n'y a rien de traumatisant a Isieux. Questo è importante. Il secondo elemento, noi accogliamo tutti gli anni 13.000 scolari con i loro insegnanti, sui 30.000 visitatori complessivi, 13.000 sono appunto in età scolare, e non sono traumatizzati dalla visione del luogo, perché è un luogo di vita, non di morte. Il n'y a pas une seule photo qui puisse effrayer un enfant, même un enfant de 10 ans. Ce qui fait qu'on accueille des enfants à partir de 10 ans. Avant c'est trop tôt, mais à partir de 10 ans on peut très bien accueillir les enfants. Sì, non ci sono fotografie e immagini che possano traumatizzare i ragazzi più giovani. Noi comunque accogliamo i minori a partire da 10 anni di età. Et pour nous, être un lieu de vie, ça signifie beaucoup. C'est un lieu aussi où les enfants ont appris. Ils ont appris, on montre d'ailleurs certaines de leurs lettres, certains de leurs cahiers d'écoliers, et ça devient du coup pour nous un outil qui permet de relier à des choses très présentes, très actuelles. Y compris, pour prendre un exemple simple, quand les enfants découvrent les lettres des enfants d'Isieux, quand les élèves aujourd'hui découvrent les lettres des enfants d'Isieux, ils se moquent de leurs fautes d'orthographe, etc. Et on leur rappelle que ces enfants ne parlaient pas et n'écrivaient pas français quand ils sont, pour la plupart, arrivés dans cette maison. Alors ça les fait beaucoup réfléchir. E questo è uno degli attrezzi, dei sistemi che noi utilizziamo proprio nell'approccio col luogo, per vedere proprio il fatto che quello fosse un luogo anche di formazione, perché andavano a scuola
e gli facciamo vedere i quaderni, le lettere, e la cosa che gli colpisce molto sono gli errori di ortografia, e allora gli diciamo che la maggior parte di questi ragazzini o ragazzine non sapevano il francese quando sono arrivati, e questo naturalmente gli crea un autre élément aussi qui permet de relativiser et de mesurer le temps qui passe à Isieux, c'est de leur expliquer qu'il n'y avait pas d'eau courante et que les garçons se lavaient dans la fontaine à l'extérieur. Les filles avaient droit à des bacs avec de l'eau chauffée à l'intérieur, mais les garçons se lavaient à l'extérieur. Et des choses comme ça permettent aux enfants d'aujourd'hui, aux élèves d'aujourd'hui, de prendre conscience que tous les enfants n'ont pas vécu comme ils vivent eux. Sì, e poi c'è questo elemento di relativizzazione del tempo che appunto marca immediatamente il passaggio del tempo quando gli si indica nella grande vasca che sta di fronte alla vecchia casa il luogo dove i ragazzini si lavavano, a differenza delle ragazzine, e questo naturalmente gli colpisce molto. Il y a aussi, on a un autre élément intéressant, c'est une photo avec l'arrivée du facteur. Et ça, pour les enfants d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est ce monsieur qui vient avec une casquette donner du courrier? Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ad esempio questa immagine dell'arrivo del postino che nella sua divisa che oggi non significa più niente, e questo già gli dà uno spiazzamento che gli mette immediatamente in contatto con l'uomo. Et avec les plus petits, on peut réfléchir là-dessus. Ça permet de mesurer le temps qui passe. E che è naturalmente un sistema per lavorare sul tempo e sul passaggio del tempo. Ce qui fait qu'on peut s'adresser vraiment à des enfants très jeunes, par exemple. Avec les plus âgés, bien sûr, on aborde d'autres sujets. E questo è una delle chiavi d'accesso anche ai visitatori più giovani. Le 6 avril 1944, une dizaine de soldats de la Wehrmacht et 3 inspecteurs de la Gestapo de Lyon font irruption dans la maison et procèdent à ce qu'on appelle la rafle. 6 aprile 1944 c'è quella che si dice in francese la rafle, una retata, sarebbe per noi, di uomini di Lione, che vengono da Lione, nazisti tedeschi dell'SS, della base di Lione. Et cette rafle va durer à peu près 1 heure, ça se fait très tôt le matin. Et les 44 enfants qui restaient dans la maison, plus leurs 7 éducateurs, sont arrêtés, avec un enfant en plus qui lui n'était pas juif et qui d'ailleurs sera libéré dans le village voisin lorsque le camion allemand passera par ce village. Ce qui veut dire que vraiment les nazis ne voulaient prendre que les juifs. L'intera composizione della comunità in quel momento, 44 ragazzini, i loro 7 insegnanti, più un ragazzino che era presente non ebreo e che verrà rilasciato dal camion su cui vengono messi tutti nel villaggio alla base più vicino, vengono prelevati quella mattina, e questo fa capire che i tedeschi erano interessati esclusivamente agli ebrei. 4 heures plus tard, les enfants et leurs éducateurs sont... Il n'y avait pas Sabine Zlatin, il n'y avait que son mari, Miron. Sabine n'était pas là le jour de la rafle, ce qui va lui permettre ensuite de beaucoup œuvrer pour la mémoire des enfants. Sabine non è presente quel giorno, c'è solo il marito Miron che viene arrestato e verrà poi deportato. Questo permetterà a Sabine di sopravvivere, e poi sarà colei che si darà più da fare per costruire la memoria e il riconoscimento del luogo nel dopoguerra. Donc le groupe est emmené à Lyon, à la prison Montluc, où il passe la nuit, première nuit, du 6 au 7, et le 7 au matin, le groupe est envoyé à Drancy, le camp qui correspond à celui-là en France, c'est-à-dire le camp de transit avant la déportation finale. E la geografia, tu stai adesso parlando della geografia di questa deportazione, vengono portati a Lione dove passa la notte nella prigione di Montluc, il 7 all'alba vengono trasferiti a Drancy, che è il corrispettivo, sapete, nella periferia di Parigi, è il campo di transito, una sorta di corrispettivo si potrebbe dire, di come funziona il prossimo. Et ensuite, ils ont été tous envoyés à Auschwitz III, Miron Zlatin et les 2 plus grands garçons, Theo Reiss et Arnold Hirsch, qui avaient plus de 16 ans. Ces 3-là ont été envoyés en Estonie,
faire des travaux forcés puis fusillés. Et tous les autres ont été envoyés à Auschwitz-Birkenau, pris en charge par 5 convois, entre le 13 avril et le 13 juin 1944. Ad eccezione di 3, tra cui Miro e 2 ragazzini più anziani, superiori al cui età superava i 16 anni, che vengono mandati ai lavori forzati in Estonia, tutti gli altri sono inviati ad Auschwitz in convogli che partono dal Drancy tra il 13 aprile e il 13 giugno del 1944. Voilà l'histoire de la Maison d'Isieux très brièvement. Je vais vous montrer maintenant en quoi cette histoire, comment elle s'incarne aujourd'hui dans la transmission que l'on fait au public. Questa è molto brevemente è il racconto dei fatti e adesso parlerò su come oggi questa storia viene raccontata e rappresentata per il pubblico. Alors voilà le site de la Maison d'Isieux. Vous avez la maison là. Il y a en fait 3 bâtiments. On voit le bâtiment principal. Enfin, on en voit 2. La maison. Questo è il sito, il luogo attuale, sono 3 edifici, quello che è indicato è la vera e propria casa e c'è una sorta di dépendance sulla sua sinistra e coperta, qui non si vede il magazzino, il granaio, sì, magazzino, sì, granaio. C'était une grosse maison bourgeoise. Bâtie au XIXe siècle et qui avait été désertée par ses propriétaires à la fin des années 1920, et ensuite elle avait servi dans les années 30 justement de lieu de colonie l'été, pendant les vacances, pour des enfants. Dunque era una costruzione, un complesso del XIX borghese del XIX secolo che aveva funzionato come residenza privata fino alla fine degli anni 20 e poi negli anni 30 era stata per tutti gli anni 30 utilizzata come una colonia estiva. Alors c'est un site qui est magnifique pour ceux qui le connaissent. Il y a le Rhône en contrebas, Rodano, c'est ça? Et les Alpes, les Préalpes plus loin, et tout au fond l'Italie. Quindi è un luogo magnifico per chi lo conosce, appunto sta sulla facciata sul Rodano, le Prealpi e più avanti, oltre quelle montagne d'Italia. C'est un aspect important des choses parce qu'à Isieux, on est retiré, on est isolé, on est loin du monde. Et pour des élèves qui viennent de Lyon, par exemple Grenoble, Chambéry, etc., ou Paris, c'est un choc d'arriver ici et de voir la beauté du site. Questo è un aspetto che provoca uno shock per chi arriva dalle grandi città, non conosce questi luoghi proprio che non appartengono, la bellezza e la sua appartatezza. Et c'est un élément évidemment important qui contribue à faire de la venue à Isieux, qui n'est jamais dû au hasard, c'est toujours un choix. On choisit d'aller à Isieux, on ne passe pas par hasard, c'est loin de tout. Et c'est un élément important, ce contraste entre la beauté du site et l'histoire qu'on raconte, est un élément qui souvent agit comme un outil très important. Piotr Silinski, le directeur du Musée national d'Auschwitz, qui est à notre conseil d'administration, a dit un jour qu'il voit à Auschwitz, il voit arriver des groupes et il voit partir des individus. Eh bien, à Isieux, il est évident que ce contraste entre la beauté du site et l'histoire racontée permet de faire cette transformation, le passage du groupe à l'individu. E dunque è un luogo isolato, ci si arriva per scelta e non per caso, e la bellezza di questo luogo naturalmente è contrapposta anche all'epilogo di questa tragica storia, è uno dei mezzi che si hanno per trasformare un gruppo in un insieme di individui, che è quella, appunto, lui cita una frase che gli è stata detta dal attuale direttore del campo del museo di Auschwitz, Piotr Silinski, quando è venuto in visita recentemente.
Une des premières choses qu'on essaye de montrer, c'est l'absence. C'est la force de l'absence, l'éternité de l'absence, ce vide qui se crée en nous quand on visite cette maison. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus fort finalement, c'est bien plus fort que n'importe quelle représentation ou création qui permettrait de médiatiser ce qui s'est passé. Là, on est vraiment face au vide. Allora, il primo aspetto è appunto l'assenza che si crea, il vuoto, il sentimento di vuoto che si crea nel visitatore quando entra nella casa e che è superiore a qualsiasi possibilità che avremo di rappresentarla. Ça, c'est le réfectoire, l'endroit où les enfants ont été arrêtés. Alors là, oui, il y a eu reconstitution du mobilier. C'est le seul endroit où il y a eu une reconstitution de mobilier. Questo che il refettorio è l'unico luogo dove si sono ricostruiti e ripiazzati i vecchi mobili con i mobili. Parce qu'il fallait montrer les dessins, les lettres, et qu'il fallait tout simplement des supports. Donc, voilà. Che funzionano come supporto per il materiale cartaceo e i documenti che sono mostrati. Pour ceux qui connaissent Lisieux, c'est l'endroit où Léon Reichmann a réussi à sauter de cette fenêtre pour se sauver. C'est la seule personne qui est échappée en fait à la rafle. Il est passé par cette fenêtre-là. Questa è la stanza da cui questa finestra in particolare, da cui l'unico ragazzino che è riuscito a sottrarsi alla metà, scappando, buttandosi giù, saltando nel prato sotto, Léon Reichmann appunto ha utilizzato questa finestra per salvarsi. La salle de classe. L'aula. Alors c'est curieux cette salle de classe parce que, vu comme ça, on se dit que c'est normal, enfin, des enfants, une centaine d'enfants qui passent pendant un an, bien sûr, scolarisés. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu, c'est très étrange, on en reparlera tout à l'heure, comment est-ce possible que l'inspection académique de l'éducation de Vichy ait mis à disposition une enseignante pour des enfants juifs à Lisieux. Vous voyez, des choses qui paraissent simples finissent par devenir très très compliquées. Tellement compliquées qu'on n'a encore pas réussi à dénouer complètement l'affaire. On sait que le sous-préfet... Pardon. Sì, allora questa è apparentemente una classe, una normale classe, ma in realtà pone delle questioni storiografiche notevolissime perché è una questione ancora non risolta come l'ispettorato dell'educazione di Vichy abbia messo a disposizione per degli insegnanti, appunto per dei ragazzini ebrei, il viceprefetto. Le sous-préfet de Belay a beaucoup payé de sa personne, c'est-à-dire il s'est investi pour obtenir cette nomination. Lui savait que c'était des enfants juifs. Est-ce que dans ses courriers, il a essayé enfin, il a présenté les choses telles qu'elles étaient, ou est-ce qu'il l'a fait comme si de rien n'était? On ne sait pas. La figura del viceprefetto che si è speso molto per avere questi insegnanti, sapeva che si trattava di ragazzini ebrei, che cosa ha scritto, che cosa lasciava intendere, ha raccontato tutto, nascondeva parti di verità. Ça c'est pas encore établi? No. Non è ancora questa, non è stata ancora la ricerca, non è ancora chiarito questo aspetto. Ça c'est un des dortoirs. Questo è uno delle sale dei dormitori. Avec des photos, les photos qui ont été récupérées très vite par Sabine Zlatin dans les mois qui ont suivi. Elle a cherché très vite à récupérer les photos, elle en a récupéré sur place, et puis après elle s'est mise à la recherche d'autres documents. Una delle prime azioni che ha fatto Sabine Zlatin già nei mesi seguenti è stata di recuperare le immagini, le fotografie, questi ragazzini, questi ospiti della colonia, e sono appese alle pareti. Et la première chose qu'a fait la Maison d'Isieux, quand elle s'est constituée à partir de 1994, c'est justement de chercher, de documenter, de redonner aux enfants un visage, une identité,
leur histoire, leur état civil, et reconstituer si possible aussi leur généalogie, c'est-à-dire d'où venait leur famille, etc. Ça a été le premier travail qu'on a fait. Il primo lavoro fatto dal 94 a quando si è costituita la Maison des Yeux è stato proprio quello di ridare le biografie, di costruire le biografie degli ospiti e anche le loro genealogie, le loro, appunto, come si diceva prima, le loro provenienze. Et celui qui avait montré la voie, c'était Serge Klarsfeld, qui, lors du procès Klaus Barbie, avait justement fait un texte magnifique en nommant chacun des enfants. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait une plaidoirie pour tous les enfants, il avait fait une plaidoirie pour chacun des enfants, en resituant l'enfant, en citant parfois un de leurs textes, une de leurs lettres, un de leurs poèmes, pour redonner vie précisément a chacun d'entre eux. E tutto questo grandissimo lavoro di ricostruzione parte da ciò che Serge Klarsfeld, l'avvocato, che in occasione del processo che venne intentato dallo Stato francese Klaus Barbie, che è stato il responsabile della retata, sì, di cui poi parlerà, nel suo atto d'accusa non ha semplicemente parlato dell'insieme del gruppo delle persone deportate, razziate deportate, ma ha cercato per ciascuno di loro di nominarli e di ricostruire la biografia e l'identità. Par contre, montrer l'absence pour nous c'est fondamental. Dans le même ordre d'idée, on refuse systématiquement toute représentation symbolique. Alors on a beaucoup de sollicitations, de propositions d'artistes qui veulent faire quelque chose pour Lisieux. Lisieux est un sujet, et la tragédie Lisieux est un sujet qui inspire beaucoup d'artistes, notamment des plasticiens qui veulent nous faire des dons. Et on a parfois des propositions étonnantes, celle-là par exemple. Ecco, questa nozione di assenza si contrappone fortemente al rifiuto della Maison des Yeux della rappresentazione simbolica. Tantissimi artisti, soprattutto scultori, sono molto suggestionati dal posto e ci propongono continuamente delle donazioni su cui naturalmente noi a cui dobbiamo rispondere, e questo per esempio è uno degli esempi. Donc un artiste, Denis Chedbou, qui voulait faire une sculpture, un groupe sculpté, une petite fille, un petit garçon, une balançoire cassée, des 44 étoiles en bronze. Le coût était absolument pharaonique pour nous. C'était un cadeau, mais on avait fait estimer à peu près cette œuvre, ça tournait autour de 200 000 €. Denis Chedbou voleva donarci, ma in realtà i costi erano superiori a 200.000 €, ovviamente perché si trattava di un gruppo scultoreo in bronzo in cui venivano messi in scena dei rappresentati dei ragazzini e 44 stelle ebraiche. Et c'était offert par un richissime mécène à Monaco. On l'a pas accepté à la fin. Non, non. Et donc ça, ce type de monument, de représentation symbolique, on n'en veut pas. Donc on a refusé ce questi regali. De même qu'on a refusé ce projet-là, beaucoup plus simple, beaucoup plus, comment dire, plus intéressant aussi, mais qui reste dans la symbolique, sur les enfants d'Isieux, le monde de l'enfance, etc. E lo stesso vale per il progetto di Marie Auger, anche questo abbiamo molto diverso, rifiutato proprio perché in considerazione del fatto che rimane sul piano della rappresentazione simbolica. Par contre, on accueille volontiers des travaux sur la mémoire d'Isieux, c'est-à-dire des œuvres d'artistes qui travaillent réellement sur la mémoire d'Isieux et qui restent fidèles. Finalement, la mémoire, c'est la fidélité, qui restent fidèles à l'histoire d'Isieux et à l'esprit même du lieu. Invece accettiamo di buon grado di ospitare lavori di artisti che centrati espressamente sulla memoria di Lisieux e che rimangono fedeli, e poi ha detto anche per me la memoria è fedeltà. Voilà. Pour toi. Ouais. Je ne sais pas si tu arrives à lire, ou alors sinon je le dis et puis
Donc voilà, ce que propose Olivier Kamen, qui va réaliser cette œuvre. Il s'est donné 3 ans pour le faire, hein, donc c'est une œuvre qui va prendre du temps. Il va créer 20 toiles à partir de photos qu'il va coloriser, mais pas coloriser de façon photographique et chimique, mais avec en fait un tissage. C'est-à-dire qu'il va broder et tisser les vêtements des enfants pour leur redonner une couleur qu'il a imaginée. Et il va aussi faire constituer 44 petites valises par des parrains et marraines aujourd'hui à qui il confie la mémoire d'une des 44 victimes. Allora, questa operazione, partendo da questa famosa Olivier Kamen, partendo dalla fotografia dei ragazzi ritratti davanti alla vasca di cui si diceva prima, che è una fotografia in origine in bianco e nero che lui rende a colori, ma in realtà non è una colorazione che viene data sulla superficie, ma sono dei tessuti che vengono applicati, che vengono colorati, che prendono i colori e poi vengono costruite, realizzate 44 valise. Sì, bagagli che vengono affidati a famiglie dei dintorni che adottano questi oggetti e che sono oggetti vettori appunto di costruzione di memoria. Et donc, 44 personnes deviennent des relais de mémoire, ils font leurs propres recherches, ils obtiennent parfois des résultats étonnants. Ils nous apportent une documentation qu'on n'avait pas encore. Ils retrouvent des archives auxquelles on n'avait pas pensé. Enfin, c'est tout à fait étonnant ce qu'il arrive à obtenir. Et on apprécie beaucoup son travail, on aura beaucoup de mal à le garder en permanence, ce ne sera pas une exposition permanente, mais ce sera une exposition qui circulera. E queste 44 persone vengono delegate ad iniziare per loro conto una ricerca e quindi proprio anche negli archivi familiari e in alcuni casi anche con risultati sorprendenti. E tutto questo materiale certo non può essere oggetto di un'esposizione permanente perché diventa materiale molto, molto complesso, ma che sarà oggetto di un'esposizione temporanea che potrà girare. Voilà quelques-uns des travaux déjà réalisés, mais les valises et le matériel collecté. Questi sono alcuni dei primi oggetti realizzati. Gli Olivier Kamen. Tout à l'heure, je parlais de Théo et Arnold, Théo Reiss à gauche, Arnold Théo Reiss à sinistra et Arnold à destra, qui ont été envoyés avec Miron Zlatin à Reval en Estonie, près de Tallinn, et qui ont été fusillés. Sono i due ragazzi più anziani della colonia che sono stati insieme a Miron Zlatin sono stati trasferiti in Estonia e fucilati. Forse? Sì, sono stati inviati ai lavori forzati e poi fucilati. Ça sont des photos, c'est réalisé à partir d'une photo qui a été prise le 26 mars 1944, c'est-à-dire à peine 15 jours avant la rafle, et qui montre les visages des enfants heureux. Questa è una foto del 15 giorni prima della retata. Un deuxième artiste à qui nous avons fait confiance et dont on a accueilli à Lisieux les œuvres, et cette fois elles vont rester probablement longtemps, c'est un artiste allemand qui s'appelle Winfried Weitz. Questo è un artista tedesco, Winfried Weitz, il cui lavoro è stato accolto e attualmente esposto nel museo e ci rimarrà per un po' di tempo. Il est parti de l'idée que dans le musée, il y avait des photos des enfants et qui étaient très inégales en qualité. Certaines étaient floues, toutes petites, c'est-à-dire que les enfants n'étaient pas traités à égalité. Hein, il y avait des photos qui étaient bien, d'autres pas bien, d'autres très floues, d'autres, etc. Et il a eu l'idée, pour leur rendre justice à tous, de refaire les portraits à partir de ces photos. Alors c'est un très très grand portraitiste. Et il a obtenu un résultat absolument étonnant, en les mettant tous à égalité, sans utiliser la même technique, pour montrer là aussi la diversité. Mais, pardon. Non, tu termines comme ça.
mais voilà, tous les portraits de la même taille et tous ensemble. Un grande ritrattista e lui è partito dalla constatazione che le immagini, quelle che si sono viste prima delle ragazzine e dei ragazzini, fossero ineguali tra di loro perché avevano nature diverse, diversi apparecchi, diverse produzioni, quindi lui ha voluto riportarle, pur utilizzando tecniche diverse, a una sorta di uguaglianza di qualità e la stessa grandezza, lo stesso trattamento, ma con tecniche diverse, et questo è il risultato. On avait très peur au départ que son travail choque ou déplaise à nos anciens enfants qui viennent encore témoigner ou qui sont encore reliés à Aisieux. Paul Lederman, Samuel Pintel, Hélène Weselson, etc., tous ceux qui ont survécu. Et en fait, ils ont tous trouvé son travail remarquable et donc ça nous a encouragés et incités à l'exposer. C'era forse il rischio, noi potevamo immaginare il rischio che i nostri ex allievi, perché ce ne sono appunto 44 sono stati deportati, ma era 150 il numero dei ragazzini passati e ce ne sono ancora sopravvissuti, a Pantel per esempio, potessero disapprovare questa nostra scelta, ma in realtà sono stati molto soddisfatti del lavoro finito. Et c'est un travail qui plaît aussi beaucoup aux enfants, qui les impressionne énormément parce que c'est quand même, ça s'étend sur 15 mètres de long, hein, et ça prend à peu près 3 mètres de hauteur, donc c'est vrai que c'est quand même impressionnant, c'est sur un seul mur en béton, juste après avoir monté une volée de marche. È l'arrivo di una scalinata, di una scala su un lungo muro di cemento armato di 15 metri per 3 metri di altezza, quindi piuttosto imponente, e impressiona molto i nostri visitatori più giovani. Alors bien sûr, on ne fait pas que représenter, on raconte aussi. Oltre a rappresentare si racconta. Depuis 2015, il y a une exposition nouvelle à Aisieux, donc ceux qui sont venus parmi vous avant 2015, il faut revenir pour voir cette exposition qui est beaucoup plus complète que celle qui existait jusque-là. Dal 2015 Aisieux ha rinnovato la propria esposizione, quindi se voi avete visitato prima del 2015 siete invitati a tornare. La première narration, c'est l'histoire de la maison. Il punto affrontato è la storia della colonia, dell'edificio della colonia. Avec notamment la contextualisation. Pourquoi des enfants juifs à Aisieux et pourquoi cette issue tragique. Con ovviamente un quadro, una cornice storica, perché dei ragazzini e delle ragazzine ebrei ad Aisieux e perché questo tragico esito. Et on a l'occasion notamment, à travers cette narration historique, totalement historique, là on n'est plus dans la mémoire, on est vraiment dans l'histoire. Hein. On fait bien la distinction à Aisieux entre la mémoire et l'histoire. La mémoire, c'est la fidélité à quelque chose de vécu, mais on a des défaillances de mémoire. Et puis il y a différentes façons de vivre les choses, donc il y a différentes mémoires. L'histoire, elle est unique, on recherche la vérité scientifique. Et donc c'est important pour nous de jouer à la fois sur l'émotion et la mémoire, les mémoires, mais aussi sur le contenu historique absolument irréfutable. Qui siamo naturalmente in presenza della storia, del racconto storico, perché appunto Dominique fa questa coppia molto forte, molto chiaro a Aisieux cosa sia la storia e cosa debba essere la storia presentata e cosa sia la memoria. La memoria è fedeltà innanzitutto a ciò che è stato vissuto, ma la memoria ha le sue debolezze, i suoi buchi, la storia è qualcosa che viene ricostruito in maniera, se non definitiva, il più scientifico possibile. Et bien sûr, dans cette narration, on fait une part importante à la zone italienne, ce qu'on appelle la zone italienne. Vous savez que l'armée italienne a occupé 8 départements français à l'est du Rhône à partir de novembre 1942 jusqu'à septembre 1943, le moment où l'Italie se retire une première fois de la guerre. Et c'est en fait grâce à cette présence italienne relativement bienveillante avec les Juifs que la maison a été constituée là.
Sabine Zlatin est venue là parce qu'elle savait qu'en zone italienne, le danger était bien moins grand pour une centaine d'enfants à protéger. Ed ecco perché la prima risposta alla domanda che poneva, che si pone immediatamente, perché lì, in Alta Savoia, perché quella era, a partire dal 1943, zona italiana, di occupazione militare, di controllo italiana, e Sabine Zlatin sapeva che c'erano più chance di poter salvare, perché questo è stato una zona che riguardava 8 dipartimenti sotto il Rodano, che fino al 1944 appunto sono stati sotto controllo, fino al 1943 sono stati sotto controllo italiano, e quella era una zona relativamente più sicura della zona invece o di Vichy o sotto controllo tedesco. C'est pour ça qu'elle avait transféré ses enfants de la région de Montpellier, où elle s'efforçait de sortir les enfants des camps, notamment de Rivesaltes, Agde, et elle les avait transférés en mai 1943, ici, à Isieux, ce qui était aussi compliqué, mais enfin, elle l'avait fait à un moment où c'était encore possible de le faire. Donc, le nom officiel de la colonie, d'ailleurs, c'est intéressant, c'était la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault. Questo lei è riuscita, Sabine Zlatin, in un momento in cui ancora si poteva fare, a trasferire questo gruppo di ragazzi dalla regione di Montpellier, appunto a Isieux, nel momento, questo per un motivo che ha appena detto Dominique, che consentiva una maggiore sicurezza. Il nome ufficiale della colonia era Colonia des Juifs. Les enfants juifs, la colonie des enfants, pardon, pas juifs, les enfants réfugiés de l'Hérault. Allora, sì, la colonia dei ragazzi rifugiati dell'Hérault. Questo era il nome ufficiale, ovviamente la parola juif non era menzionata. La deuxième narration, c'est le crime contre l'humanité. Raconter le crime contre l'humanité et sa constitution. Et puis ensuite le développement d'une justice internazionale jusqu'à aujourd'hui. La seconda parte, l'esposizione appunto si divide in 3 parti. La prima parte abbiamo visto la storia della colonia e della sua il destino della sua popolazione. La seconda è raccontare il crimine contro l'umanità sino alle corti internazionali da Norimberga in avanti. Alors pourquoi est-ce qu'Isieux se préoccupe de ce récit-là, de raconter cette histoire de la justice, en fait, et des procès qui ont été faits après les guerres pour construire la mémoire, en fait. Per quale motivo Isieux si occupa di questo soggetto che riguarda appunto la giustizia e nei suoi rapporti, con quali rapporti, che rapporti intrattiene con la costruzione della memoria? Alors, en fait, il y a une raison très simple. Klaus Barbie, qui était le Obersturmführer, c'est-à-dire le responsable de la persécution des Juifs et des résistants, d'ailleurs, là c'était mélangé, hein, c'était les deux, Zippo SD de Lyon. C'était pas le chef de la Gestapo comme on le dit parfois, mais c'était un responsable important. Et c'est lui qui a ordonné la rafle. Et il a signé l'exécution de l'ordre puisqu'il a envoyé un télégramme le soir du 6 avril à ses chefs à Paris en leur disant, en gros, j'ai fait le travail, la maison d'Isieux n'existe plus, tous les enfants ont été raflés, il précise le nombre de têtes, il ne dit pas, il dit des têtes, le nombre de têtes, et il explique en plus que voilà, il va les envoyer le lendemain. Il les enverra à Drancy. Il signe son... Perché questa sezione? Il motivo è semplice, perché Klaus Barbie, il nazista, non era un ufficiale, non era il comandante della Gestapo di Lione, ma era il responsabile della lotta alla resistenza e della ricerca degli ebrei. Firma un ordine, un telegramma che invia la sera stessa del 6 aprile ai suoi superiori, in cui dice che la colonia di Isieux non esiste più, che tutto il lavoro è stato fatto. Le télégramme a été retrouvé par le CDJC, je sais que quelqu'un ici appartient à un centre de documentation juive, le CDJC, Centre de documentation juive contemporain, qui a été créé en 1943 à Grenoble.
Il documento è stato trovato negli archivi del CDJC, che è il corrispettivo del Centre de Communication Juif Contemporain di Parigi, il corrispettivo del nostro centro di comunicazione ebraico di Milano, e che è stato creato nel 1943 a Grenoble. Dans la clandestinité, bien sûr. Nella clandestinità. Et à partir de 1944, le CDJC va réussir à mettre la main sur de nombreux documents allemands, ceux qui n'ont pas été brûlés par les nazis, ou parfois même, certains ont été obtenus avant même le départ des Allemands. Mais tous les documents que le CDJC a récupérés ont été donc, si ce n'est archivés sur le moment, en tout cas, ils ont été mis à l'abri. Ed è la funzione straordinaria per cui si crea questo organismo, che è quello di recuperare immediatamente i documenti tedeschi per poterli proteggere, e addirittura prima ancora che finisca la guerra, ancora con i tedeschi, quindi sono documenti caldi, e questo ordine quindi sfugge alla distruzione proprio per questo motivo, riesce a essere intercettato. Et ce telex va jouer un rôle capital dans deux procès. Le premier, c'est le procès de Nuremberg, au tribunal international, au tribunal militaire international de Nuremberg, précisément en février 1946. Le procureur, au nom de la France, vous savez qu'il y avait les quatre puissances, soviétiques, américains, britanniques et français, qui devaient apporter des preuves des crimes de guerre, des crimes contre la paix et des crimes contre l'humanité. Eh bien, le procureur français Edgar Faure a présenté au nom de la France, comme pièce à conviction pour constituer les crimes contre l'humanité, le telex de Barbie. Ed è un documento che avrà un ruolo fondamentale e capitale in due processi, primo nel febbraio del 1945 a Norimberga, quando il procuratore francese presenta questo documento proprio a supporto dei capi di imputazione, crimini contro la guerra, contro la pace, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Et ça c'est Nuremberg. C'est ça, février 1946 donc. Et pourquoi est-ce qu'il avait retenu cette pièce, ce telex-là, alors qu'il avait beaucoup de choses à sa disposition, par exemple les choses sur Oradour-sur-Glane, sur d'autres massacres qui avaient... E perché questo documento in particolare rispetto a tanti altri documenti che aveva a disposizione? D'une part parce qu'il était signé, ce qui est très rare. Intanto perché è firmato, cosa che è molto rara. Et ensuite, parce que dans la petite note manuscrite que Barbie avait rajoutée en dessous de son télégramme, il expliquait qu'il s'était entretenu avec Obersturmführer un tel, Obersturmführer Brunner, pour savoir si on allait traiter ces enfants différemment, et qu'il ne voyait pas pourquoi on les traiterait différemment de la procédure habituelle. E poi perché c'è una curiosa aggiunta a mano di Barbie, in cui spiega che aveva discusso con i suoi subalterni, tra cui per esempio Alois Brunner, sul fatto che questi ragazzini dovessero essere, non si capiva perché avrebbero dovuto avere un trattamento diverso da quello che si utilizzava rispetto agli ebrei adulti. Donc, le document devient extrêmement intéressant pour ça, parce qu'il démontre que c'est une organisation d'État, c'est une administration qui se met, qui est en route, qui est en marche pour aller jusqu'à la destruction de ses enfants, comme de tous les juifs, et que voilà, c'est une organisation qui s'est mise en place et contre laquelle on ne peut rien faire et il n'y a rien à changer. E questo diventa importantissimo perché si riesce in questa maniera a far mostrare come un'organizzazione, un apparato di Stato che è in quel momento preposto a trattare questa questione. Le document a été retenu, il a été retenu et il fait partie donc du corpus de documents qui ont constitué le crime contre l'humanité au tribunal militaire international de Nuremberg. Questo documento è stato accettato dalla Corte, quindi è uno di quei documenti che è entrato a far parte poi del dibattimento processuale per crimini contro l'umanità a Nuremberg. Et puis le deuxième procès où l'on retrouve ce telex, enfin ce télégramme, c'est bien sûr le procès de Klaus Barbie en 1987. Il secondo processo
punto importante è quello proprio contro Klaus Barbie, questa è una corte civile francese dell'86, 1986. Un procès fondamental pour Lisieux, parce qu'on dit souvent d'une formule un peu rapide mais néanmoins juste, que sans procès Barbie il n'y aurait pas eu de Maison Lisieux. Un processo fondamentale per la costituzione stessa della Maison de Lisieux. Si dice spesso che senza il processo Barbie non ci sarebbe stata la Maison de Lisieux come la conosciamo oggi, come fondazione, come luogo museale, come sito storico. Ce procès, Barbie a été arrêté, je ne vais pas revenir sur les détails, il a été arrêté en Bolivie, et il est ramené en France en 1983, et donc l'instruction du procès va durer 4 ans. Et pour nous, évidemment, je ne dirais pas que c'est aussi important que l'histoire de la maison et l'histoire de la RAF, mais disons que c'est le deuxième pilier de la construction mémorielle de la Maison Lisieux. C'est-à-dire qu'il y a Sabine Zlatin qui a construit le premier pilier autour de l'histoire de la maison et de la RAF, et Serge Klarsfeld qui a construit le second pilier autour du procès di Klaus Barbie. Sì, adesso molto brevemente, senza voler entrare nella questione Barbie. Barbie viene arrestato in Bolivia, dove si era rifugiato, viene portato e estradato in Francia nell'83, nell'86 verrà processato, ed è quel secondo episodio fondamentale appunto per la costruzione, come si diceva, la prima è stata Zlatan dal dopoguerra, che rende la memoria comincia a costruire la memoria delle biografie delle vittime, e la seconda è Serge Klarsfeld, il quale farà l'avvocato, rappresenterà appunto l'accusa e quindi la parte civile, e quindi costruirà intorno al processo questo grande corpus di documenti che noi abbiamo. Alors sur le document, vous voyez d'une part que le procès Barbie occupe tout un mur de notre exposition, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible. C'est un endroit aussi où vous pouvez voir des tablettes numériques qui permettent de voir, au public, de voir des extraits du procès, notamment les plaidoiries, les témoignages. Le procès Barbie a été en France le premier procès pour crime contre l'humanité, et en plus un procès qui a été filmé, le premier. Un peu comme Eichmann à Jérusalem ou les procès de Francfort en Allemagne. Una parete intera naturalmente della sezione dedicata ai crimini contro l'umanità riguarda il processo Barbie, che ha un'importanza capitale in Francia e non solo per la Maison de Lisieux, perché è stato il primo processo francese per crimini contro l'umanità, è stato il primo processo a essere filmato interamente, e ci sono sul muro, vedete questi schermi, piccoli schermi tattili che consentono di accedere proprio agli archivi visuali, e un po' sta alla Francia come il processo Eichmann sta a Israele, o il primo processo di Francoforte sta per Auschwitz, per i fatti di Auschwitz sta alla Germania. Et puis on ne s'arrête pas en 1946, ni en 87, on vient jusqu'à aujourd'hui. Alors ça c'est un choix justement très fort, un choix qui n'a pas plu à tout le monde. On parlait de Serge Klarsfeld, qui n'a pas du tout apprécié, en tant que président du comité scientifique, tu t'en souviens, il n'a pas du tout apprécié ce choix, parce que pour lui, les yeux devaient être que la maison des enfants. La sezione prosegue oltre il processo, e quindi arriva anche all'assumere i processi per crimini contro l'umanità più recenti, e questa è stata una scelta molto del Consiglio scientifico, che però non è stata approvata. Per esempio Serge Klarsfeld, che è attualmente presidente del Consiglio scientifico, riteneva che appunto nella Maison de Lisieux si dovesse parlare solo di ciò che aveva relazione con quei particolari crimini. Donc là il y a eu un gros débat scientifique, et plus que scientifique. Qu'est-ce qu'on doit montrer à les yeux, qu'est-ce qu'on ne doit pas montrer, jusqu'où on doit aller? Est-ce qu'on doit ouvrir sur l'universel, ou est-ce qu'on doit rester sur le particulier? Ça c'est vraiment une question fondamentale. Questo è stato oggetto, ne sono testimone diretto facendo parte del Consiglio scientifico, è stato oggetto di una grossa discussione quando all'inizio degli anni 90 cominciamo a discutere appunto della necessità di ampliare l'esposizione che allora si vedeva, proprio fino a dove, quali fossero i confini entro cui muoversi, qual era il perimetro che poteva poi dare oggetto a questa nuova esposizione. Et alors la troisième partie,
Serge Klarsfeld en comprenait encore moins. La terza parte è stata ancora meno approvata da Klarsfeld. Troisième partie qui est la construction de la mémoire à Lisieux. La costruzione della memoria a Lisieux. Et le fait même que Serge Klarsfeld ne souhaitait pas qu'on aille sur ce terrain-là montre déjà en soi la concurrence des mémoires aussi, ou le fait que quand on veut restituer toutes les mémoires d'un lieu, eh bien, il y a des discours qui parfois peuvent être antagonistes. E questo naturalmente, il fatto che Klarsfeld su questo disapprovasse, va a indicare la complessità appunto dei punti di vista molteplici e in parte anche in concorrenza. No, vorrei solo dire, perché il nome di Klarsfeld ricorre spesso nel racconto di Dominique, e siccome non vorremmo dare per scontato che, per quanto colti siate, sappiate, come dire, conosciate l'importanza, perché in Italia non abbiamo qualcuno, credo Marzia, vero, paragonabile a Klarsfeld, non mi verrebbe in mente nessuno. Perché li abbiamo più settoriali, però sì. Non so, penso... Sì. Però Klarsfeld per la Francia è un nome universalmente noto, è molto mediatizzato, è un avvocato, è presidente delle maggiori associazioni che si occupano della memoria della deportazione francese, autore di un'opera fondamentale, di opere fondamentali su le Mémorial de la Shoah. Il Memoriale della Shoah, che è la più importante organizzazione appunto francese. Vasari, Prego? Vasari, però sì. è già più... Conoscete Vasari? No. Sapete come si chiamava di nome Vasari? No. Bruno. Comunque no, ma non c'è attualmente una persona che ha... Tu dici in senso comune, ma no, questo è il riferimento in Francia, dici Klarsfeld, dici la ricerca che è stata fatta, la denuncia, è considerato un cacciatore di nazisti, lui e la moglie, Beate, quindi ha anche una figura militante, e quindi è una figura straordinaria, è uno storico, una delle opere più importanti francesi sulla deportazione degli ebrei di Francia si deve a Klarsfeld, è un avvocato di grandissima fama ed è appunto stato protagonista del processo che ha fatto poi arrestare lui, oltretutto lui e la moglie, quindi è una figura che da noi è difficile trovare, ma per questo ricorre spesso, oltre a essere il nostro presidente della Maison Lisieux e quindi avere anche una funzione ovviamente. Alors, excuse-moi. Non, mais tu as bien fait. La construction de la mémoire des yeux, elle commence ici, avec cette plaque. Questo è il punto di partenza della costruzione della memoria di Lisieux, questa targa. On va juste s'attarder un tout petit moment là-dessus. Je ne veux pas tout vous dire, mais je voudrais que vous preniez conscience de certaines choses, rien qu'avec cette plaque, parce que c'est le travail qu'on demande aux élèves qui viennent. Vorrei dire qualcosa su questa targa perché quello in realtà è il lavoro che noi facciamo con i nostri studenti quando arrivano. Alors c'est une plaque qui a été posée en 1946, 2 ans après la RAF, le 7 avril 1946. È una targa appunto 2 anni dopo, il 7 aprile 1946 viene posata questa targa. C'est extraordinaire parce que normalement, en 1946, il n'aurait pas dû être possible de faire ça, de poser cette plaque. On était trop près des événements. En 1946, personne ne voulait savoir ce qui était arrivé aux Juifs. Personne ne voulait savoir ce qui est arrivé aux prisonniers de guerre. On voulait juste entendre parler des résistants. Ed è straordinario che già nel 1946 qualcuno abbia potuto scrivere quel testo, perché nel 1946 in Francia nessuno voleva sentire parlare di deportazioni che non fossero quelle dei partigiani, dei resistenti. Ça veut dire donc que Sabine Zlatin a dû déployer une énergie absolument incroyable pour obtenir de poser cette plaque sur le mur de la maison, de faire venir 300 personnes, un régiment de spahis. Comment tu vas traduire ça? Un régiment de spahis, donc des militaires, des soldats, un sous-préfet,
un préfet, un sous-secrétaire d'État. E allora dobbiamo immaginare, possiamo solo immaginare l'energia straordinaria e la capacità straordinaria di questa donna affascinante che era Sabine Lathan, di poter scrivere questa placca, farla incidere, farla apporre, avere 300 persone, avere un reggimento di Spai, Soldati, non ho la minima idea di che cosa sia. di Algeri. Ah sì, sono donc dei coloniali, sì, delle truppe coloniali, il viceprefetto, dei sottosegretari di Stato all'inaugurazione della... 300 personnes. Mais quand on lit la plaque, on comprend quelque chose. Il y a un mot qui manque sur cette plaque. Ma leggendo il testo della targa riusciamo a capire perché. C'è una parola che manca. Tu la lis comme ça? Oui. La leggiamo? Sì, non Perché se on arriviamo alla via. Le 6 avril 1944, jour du jeudi saint. Allora, sì, giovedì santo, il giorno, aspettate, 6 aprile 1944, giovedì santo, 44, tu veux dire en français, c'est mieux que tu lis en français. 44 enfants de la maison d'Isieux est arrêté par les Allemands. 44 ragazzi della Maison d'Isieux sono stati arrestati per i tedeschi, sono stati arrivati tedeschi. Con i loro insegnanti, dopo deportati, e poi più tardi deportati il 15 aprile 44. 41 ragazzini e 5 dei loro insegnanti sono stati sterminati nelle camere a gas da Auschwitz. La direzione della colonia e 2 ragazzini sono stati fucilati nella fortezza di Revel, appunto in Estonia. E seguono i nomi. Alors, il y a plusieurs erreurs. D'abord, il manque un enfant. Quindi manca uno. Le 7 avril 1946, ils avaient oublié un enfant. Avevano dimenticato nel 1946 che ce n'era un altro. Donc sur la construction de l'histoire, c'est intéressant. Quindi c'era un primo errore fattuale di numero. Ensuite, Revel, ce n'est pas Revel, c'est Reval. Revel, il luogo, il toponimo non è Revel ma è Reval. Auschwitz, vous le voyez, on a mis 2 S alors qu'il n'y en a qu'un. Auschwitz è scritto, ça c'était l'SS, con le 2 S, quindi quando sappiamo che nel toponimo è con una S. Et puis on parle des Allemands, on ne parle pas des nazis. Poi si parla di tedeschi, non di nazisti. Aujourd'hui, ça serait impossible de mettre allemand. Oggi sarebbe impossibile una cosa del genere. Alors, avant de lire les enfants, les noms, il y a la dernière phrase aussi. Que la défense et l'amour de ma patrie soient ma défense devant toi, Seigneur. Poi la dedicatoria, che la difesa e l'amore della mia patria siano la mia difesa davanti al Signore, al tuo Signore. A te, Signore, davanti a te, Signore. Alors, je repose ma question. Quel mot manque? Qual è la parola che manca? Juif. Alors, c'est très intéressant de voir que le mot juif n'apparaît pas. La première raison, c'est que Sabine Lathan sait qu'il vaut mieux pas en parler. Parce que justement, la France ne veut plus entendre parler de ça. La prima cosa che è chiara a Sabine Lathan è che sa che la Francia non vuole sentire parlare di questa. Parce que ça soulève d'autres problèmes, la collaboration d'État, etc. Donc, e quindi si censura e non utilizza la parola, perché questo porrebbe questioni legate alla collaborazione e via dicendo. Il y a une deuxième raison, aussi importante que la première, c'est que Sabine Lathan est juive, mais elle a quitté la Pologne à 17 ans, précisément parce qu'elle étouffait dans son milieu trop religieux. E la seconda questione altrettanto importante è che pur essendo Sabine Lathan ebrea, uno dei motivi per cui ha lasciato la Polonia a 17 anni è proprio di non accettare il suo ambiente ebraico, dans sa famille, la sua famiglia ortodossa, voilà. ultra-ortodossa. Et donc c'est une militante, c'est une bundiste, c'est une communiste en fait. Appartiene al buddismo, quindi che è uno dei partiti. C'est une révolutionnaire, c'est une laica. Et rivoluzionaria. Elle a complètement adhéré aux valeurs de la République française
ou à l'idée qu'elle se faisait des valeurs de la République. Quindi aveva aderito completamente a quella che lei era l'idea che si era fatta dei valori della Repubblica, i valori repubblicani francesi. Altra parola per noi difficile da capire. Les droits de l'homme, etc. Excuse-moi, parce que je dois dire, sì, quando si usa molto in Francia la parola i valori repubblicani, lo sentiamo anche dire da tanti esponenti politici, che siano di destra o sinistra, ed è una cosa che io ho sempre trovato per noi difficile da capire. Cioè nel senso che la nostra storia non ci fa aderire a dei valori condivisi repubblicani, da noi non si usa valori repubblicani, pure abbiamo, in Francia si usa molto, sarebbe la Costituzione, ecco, sarebbe la Costituzione. Diciamo sulla reale, Comunque, che tutti pensiamo alla stessa cosa, esatto. Non è detto. Quindi Zlatan aderisce profondamente all'idea che lei si fa, arrivata in Francia, dei valori repubblicani. Et donc, I diritti dell'uomo soprattutto. elle l'a sans doute fait aussi volontairement. Elle l'a fait par calcul, parce qu'elle savait qu'il valait mieux pas en parler, mais elle l'a aussi fait par choix. Quindi questa censura è volontaria in due sensi, tanto perché sapeva che le avrebbe potuto portare dei problemi per i motivi detti, ma anche proprio per una intima convinzione politica sua. Et d'ailleurs, au procès Barbie, elle a très souvent dit les enfants, peu importe qu'ils soient juifs, noirs, etc., c'était des enfants. E d'altronde spesso ha sostenuto nel corso del processo Barbie che tutto sommato erano ragazzini, che fossero ebrei, neri, non erano ragazzini. Donc pour nous, comment dire, nous avons une dette à l'égard de ça. Nous devons aussi veiller à cette mémoire-là. C'est-à-dire une jeune Polonaise d'origine juive, mais non pratiquante, qui n'a pas voulu donner, comment dire, une connotation, une identité confessionnelle à ce lieu. C'est important de veiller aussi aujourd'hui a le maintenir. E questo è un punto importante da sottolineare per noi, cioè l'idea che questa donna straordinaria di origine ebraica, ma però laica, ebrea ma laica, abbia voluto appunto volontariamente fare questa missione. Je le dis d'autant plus que certaines personnes, mais mal renseignées, mal éclairées, ont fait, et ce n'est pas une position de la communauté juive, bien sûr, loin de là, mais certains orthodoxes disent il faut réécrire cette plaque e mettre le mot juif. E questo è una questione non semplicemente di una vecchia targa, ma che tutt'oggi delle persone ebraiche, ebrei ortodosse, ritengono e ci chiedono di aggiungere la parola juif. Voilà. Donc vous voyez que non è la posizione ufficiale delle comunità ebraiche questa, naturalmente, in Francia. Sinon, la plaque, vous voyez aussi, bien sûr, elle est très parlante parce qu'elle montre les fratries, elle montre les noms, on voit les origines diverses, on voit les âges, on voit beaucoup de choses, même si les âges sont faux, une partie des âges sont faux, mais c'est pas grave. L'important, c'est de voir cette diversité, c'est de voir aussi les familles, etc. Per il resto la targa parla, è molto evidente perché dà appunto i nomi, le origini, l'età di questi ragazzini, anche se in alcuni casi non sono quelle corrette. Et je souligne le fait que deux mamans, Madame Benguigui, Fortuné Benguigui, et puis Ita Rose Alonbrenner, ont été, lors du procès Barbie, de la recherche de Barbie, ont été des militantes, elles avaient plus de 70 ans à l'époque, mais des militantes extraordinaires. Et c'était qui, Benguigui, Jacques? Alors, la maman des trois, ah, oui. s'appelait Fortuné. Allora, portoghesi, erano i tre... Non, algériens. Ah, algerini, sì. Benguigui, Jacques, Jean-Claude, Richard. Leur maman. La loro madre era militante. Avec les Klarsfeld pour obtenir l'arrestation de Barbie et son retour en France. Sì, quindi... Elle a témoigné de très fort. De même, Ita Rose Alonbrenner qui a perdu deux petites filles. Elles ont fait des témoignages bouleversants. Il avait quel âge à l'époque? Il avait quel âge la maman? La maman, alors elle avait 72 ans au moment du procès. Sì. Una sessantina, più di 60 anni, ha avuto il processo, però ha insistito molto insieme a Klausfeld per essere presente.
Et ça, c'est important dans la construction de la mémoire. On montre au public que c'est important que les militants se mobilisent. Hein, parce que sans combat, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de procès. E questo è importante perché questo dimostra come la militanza sia fondamentale, perché senza militanza non ci sarebbe stato un processo. Ed è questo un altro caso, vorrei aggiungere, che difficilmente riusciamo a fare dei paragoni con la situazione italiana. Non c'è un livello di militanza rispetto alla fedeltà alla memoria che c'è in Francia. Ça, c'est une différence avec la situation italienne. Il n'y a pas de militants de la mémoire, par exemple. Vous avez une association qui s'appelle Militants de la Mémoire. Il y a aussi les filles et fils des déportés juifs de France. Sì, sono associazioni appunto militanti che lavorano, militanti della memoria. Anche al centro di documentazione ebraico, direi che Adolfo Vitale lavora subito nel 1944. Tutti conoscono Adolfo Vitale. Tutti no, però insomma il centro di documentazione. Vabbè, sì, sì. Je vais le faire très vite, mais je voudrais vous montrer les points sur lesquels on insiste quand on accueille des groupes, avec toujours en perspective l'idée de témoigner de la complexité de l'histoire. Ecco, questa è una serie di questioni che vengono poste ai gruppi e si discutono proprio per far vedere, sondare in profondità la complessità della memoria et della storia. L'attitude quand on s'intéresse par exemple à l'attitude de l'administration du gouvernement de Vichy, obéir ou désobéir, c'est très intéressant pour Isieux. Le sous-préfet Wilzer, le sous-préfet de la petite ville de Bollay, a aidé Sabine Zlatin à créer cette colonie. Il l'a vraiment aidé. Il est venu même passer la veillée de Noël avec les enfants. Ecco, e questo, il primo punto è la disposizione delle amministrazioni di Vichy, obbedire agli ordini tedeschi o disobbedire. E il caso che si cita classico è quello del viceprefetto, appunto, che ha aiutato Madame Zlatin, come si diceva all'inizio, a costruire la colonia. Et de la même façon, l'inspecteur d'académie qui a nommé une institutrice à Isieux, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas? E l'ispettore che per il Ministero della Cultura di Vichy ha firmato l'ordine di servizio di un insegnante, sapeva, non sapeva, presso la colonia? Quanto sapeva? Il devait savoir parce que une école dans une colonie, en principe, c'est pas très courant. Molto probabilmente sapeva, perché appunto la situazione era talmente... Un policier, un jour, un des gendarmes du petit village à 2 km d'Isieux est venu prévenir le directeur qu'il avait un garçon qui était trop grand et qui attirait l'attention. Un gendarme si ricorda un cognome, Paul Niedermann. Ah, Paul Niedermann, c'était les garçons? Ouais. Avevano un ospite, un ragazzo grande. Alors, Paul Niedermann avait 16 ans, mais il était très grand. Dimostrava più anni della sua età, e un gendarme di un paese vicino ha detto attenzione perché lui dà nell'occhio, attira l'attenzione. Et il le fait partir. E quindi lui è stato messo in sicurezza, l'hanno allontanato, e questo gli ha permesso di salvarsi. Toujours cette ambiguïté, les ordres et puis la marge de manœuvre des individus dans l'accomplissement d'un ordre. Il margine di manovra e di scelte che ogni individuo all'interno, in questo caso gli apparati amministrativi e burocratici, si possono pigliare. Ça, on insiste beaucoup avec les enfants sur... Questo è uno dei punti su cui con gli allievi si insiste molto, proprio per entrare nella complessità della storia. La deuxième question, c'est occupation italienne, occupation nazie, mais ça, on en a déjà parlé. Évidemment, ça n'a rien à voir, c'est différent. Et ça a permis l'existence d'Isieux. Bon, d'une certaine façon, ça a permis malheureusement aussi la tragédie, parce que comme les Allemands savaient qu'il y avait beaucoup de Juifs qui s'étaient réfugiés dans la zone dite italienne, voilà. E la seconda questione, ne ho già parlato, è l'occupazione italiana versus l'occupazione nazista. E si è detto appunto che l'occupazione italiana ha permesso la costruzione della localizzazione della comunità, e purtroppo ha permesso poi anche in qualche maniera l'esito deriva anche da questo, perché i tedeschi sapevano che tanti ebrei erano rifugiati nella parte sotto controllo italiano, militare italiano. Ensuite, il y a bienveillance ou malveillance
de la population locale à travers la dénonciation. On a longtemps cru à la fin de la guerre, et jusqu'à aujourd'hui, et on en a longtemps parlé, beaucoup, de la dénonciation de la colonie par quelqu'un du village. E la questione, qui anche poi Marzia prima accennava, naturalmente quanto la popolazione della circostante avesse che le relazioni rispetto a un silenzio e una buona disposizione, o piuttosto invece anche rispetto alla denuncia. Quindi Et là on a beaucoup d'arguments, évidemment pour la bienveillance. On a une famille qui a accueilli une enfant d'1 an parce qu'elle était trop petite pour aller à la colonie et qui l'a sauvée. La dénonciation, il y a eu un procès, on l'a retrouvé, maintenant on l'a documenté, on s'en sert dans nos ateliers pour montrer que celui qui était suspect d'avoir dénoncé, il a été jugé et qu'aucun élément n'a pu être établi. E loro lavorano nel laboratorio che fanno didattico, utilizzano gli archivi che hanno di proprietà, che conservano, e per esempio sia nel caso della protezione hanno casi di una famiglia che ha salvato un bambino piccolo, direi che l'âge, le petit enfant sauvé, di 1 anno, per cui non poteva essere accolto nella colonia. Hanno anche casi invece di persone che sono stati anche oggetto di processi contro una persona in particolare accusata di aver denunciato, ma che non è stata condannata per mancanza di... C'est important parce que dans la mémoire nationale cette fois, on aime assigner des rôles. La mémoire nationale aime bien les choses simples. Hein. Et donc il faut des choses que les gens comprennent facilement. Alors Isieux, c'est l'échec. Pour une partie des Français, Isieux, c'est l'échec du sauvetage. Sì, nella configurazione che si tende a dare a livello nazionale della memoria, cioè Isieux è un po' una sorta di un po' mette in discussione i modelli, o tutto bianco o tutto nero. Appunto, Isieux si trovano gli aspetti che si mescolano, ci sono i giusti ma ci sono anche... Donc Isieux, c'est l'échec du sauvetage. Et le Chambon-sur-Lignon, vous savez, ce village du Massif central français, qui est le seul village à avoir obtenu le titre de juste parmi les nations collectivement. Dans le monde, hein, c'est le seul village. Très tôt, dans les années 60. Donc le Chambon-sur-Lignon, c'est la réussite. Allora, in questa contrapposizione che si viene fatta a livello di memoria nazionale tra Isieux come luoghi, dove sarebbe la sconfitta, perché Isieux appunto ha questo esito così tragico, mentre Chambon-sur-Lignon è l'unico paese al mondo che si può vantare di questo titolo di aver salvato la propria comunità di ebrei rifugiati. Et c'est injuste parce qu'à Isieux, il y a 61 enfants qui ont été sauvés contre 44 comme ma in realtà, come vedete, la maggior parte degli ebrei, dei piccoli ebrei di giovani ebrei di Isieux sono salvati in realtà. Et le Chambon, il y a eu aussi des arrestations. Mentre invece a Chambon ci sono stati anche gli ebrei che sono stati. Mais la mémoire nationale a besoin de choses simples, alors que l'histoire est toujours compliquée. On n'est jamais dans le blanc et le noir, on est toujours dans le gris. Quand tu dis la mémoire nationale, tu veux dire que quoi? La mémoire collective. Ah d'accord, pas l'istituzione mémoire. Non. Si intende dire la memoria iscritta nella memoria collettiva. C'è una necessità di avere apparentemente punti precisi, non troppo complessi. Sì, a cui credere, a cui aderire. Et puis je terminerai sur le dernier sujet, témoigner de la Shoah et uniquement de la Shoah ou de tous les crimes contre l'humanité. On a déjà parlé de cette question tout à l'heure. Sì, l'ultimo punto che noi affrontiamo, che abbiamo accennato, è appunto la testimonianza della Shoah oppure la testimonianza in genere contro i crimini, dei crimini contro l'umanità, di tutti i crimini contro l'umanità. Et ça pose des questions, excuse-moi, ça pose des questions, tu dis au niveau de exclusivité, c'est quoi l'enjeu dans cette Oui, c'est ça. Certains voudraient qu'on ne parle que des enfants. Et là, il y a encore une question de date. Ancora un'ultima questione di date. Le 27 avril 1994, le 27 avril 1994, c'est difficile. Je vais essayer de retrouver. Ah non, le président Mitterrand, président de la République, vient inaugurer le mémorial.
L'inauguration a été décalée. Elle aurait dû se faire le 6 avril 1994, mais les travaux avaient pris du retard, donc ça a été décalé de quelques jours. Il 27 aprile 1994 c'è l'inaugurazione ufficiale del memoriale con la presenza di Mitterrand, anche se l'inaugurazione per questioni di lavori che non erano finiti si è dovuta spostare di qualche giorno dal 6 aprile, che sarebbe stata la data anniversaria. Si on suit le chemin principal de la construction de la mémoire, c'est parfait. 1987, le procès Barbie. 1988, association des amis de la Maison d'Isieux est créée. 1990, achat de la maison par souscription nationale. Allora, la via è perfetta, 87 conclusione processo Barbie, fine anni 80 costruzione dell'amicale della Maison d'Isieux e l'acquisizione della proprietà, l'acquisto della proprietà, 94. 1994, inauguration. 94, inaugurazione. Discours magnifique, vous savez que François Mitterrand, c'était le dernier grand orateur qu'on a eu en France. Discorso magnifico. Voi sapete che Mitterrand è stato l'ultimo grande rettore che c'è stato in Francia, anche qui non ne abbiamo di grandi rettori. Et un discours monumental dans lequel il explique que la mission de la Maison d'Isieux va être d'éclairer les jeunes générations pour éviter à l'avenir, etc. Discorso straordinario in cui dichiara proprio qual è la missione, il destino della Maison d'Isieux, proprio che deve essere dichiarato perché dei giovani ed è rivolto espressamente alle generazioni più giovani. Or, le 6 avril 1994, il y a eu un événement important. Il 6 aprile 1994 c'è stato un avvenimento importante, mais pas à Isieux, non a Isieux, pas en France, non in Francia, quelque part en Afrique. da qualche parte in Africa. C'est le début du génocide au Rwanda. Inizio del genocidio in Rwanda. Même mois, même année, et ça aurait dû être le même jour que l'inauguration. Stesso anno, stesso mese e stesso giorno. Je pense que ça résume tout. Il n'y a pas besoin de faire un long discours. Pourquoi on doit parler des crimes contre l'humanité? E questo per Dominique e per noi tutti credo spiega senza bisogno di grandi ragionamenti perché c'è necessità di parlare a Isieux dei crimini contro l'umanità. Merci. Grazie.